bonjour à ces millions de procureurs déjà qui nous suivent. Oui, c'est vrai, comme la question a été posée ici même à l'audience du public, c'est vrai que vu la situation, l'observation aujourd'hui, l'analyse et tout ce qui se passe aujourd'hui avec la transition, avec la gestion de la transition, c'est clair et net qu'il y aura glissement de calendrier. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que depuis les 10 points, c'est-à-dire la publication des 10 points qu'on appelle chez nous ici, au tribunal ici, généralement les 10 commandements de la transition, vous savez que parmi ces 10 commandements de la transition, on ne voit pas jusqu'à présent quel est le point qui a été exécuté. Quel est le premier point qui a été exécuté selon la transition? Et mieux, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette gestion de la transition? C'est beaucoup plus aujourd'hui focus sur les sanctions ou bien les menaces de la CEDEAO, les réponses à la CEDEAO, et puis c'est beaucoup plus aujourd'hui dans d'autres analyses ou bien dans d'autres faits de l'actualité au sein même de la Guinée, parce qu'on est beaucoup plus focus sur la justice, focus sur certains développements qu'on est en train de voir. On dirait que c'est le rôle régalien aujourd'hui d'une transition, puisque les gens oublient, je ne sais pas s'ils oublient ou bien ils font exprès d'omettre l'idée qu'une transition c'est politique, éminemment politique, mais on est en train de constater aujourd'hui que ce qui doit être éminemment politique, aujourd'hui est en train d'être comme une division pour régner. Donc pour vous, les engagements tenus vis-à-vis du peuple de Guinée ne pourront pas être respectés? Non, à l'allure, tu as bien posé la question. À l'allure, les choses ne pourront pas être respectées. Parce que j'ai commencé par là, la transition, on a commencé d'abord à brandir les 10 points. Mais qu'est-ce qui est fait sur les 10 points? Qui comprend exactement ce qui se passe aujourd'hui par rapport au calendrier quand même qui a été déroulé devant la communauté internationale, devant la communauté nationale et internationale? Je me dis, jusqu'à présent, et c'est même pas moi, l'observation quand même que nous portons, on s'est dit que forcément, il y aura un glissement électoral. C'est fait à dessein, c'est sciemment fait. On s'attelle beaucoup plus aujourd'hui à d'autres activités, à d'autres choses, à d'autres priorités qui ne doivent pas être la priorité quand même du CNRD. Alors, le procureur Diané, Seydou Diané, dites-nous quel est le poids juridique des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis du peuple de Guinée par rapport au chronogramme de la transition, juridiquement parlant? Oui, juridiquement parlant, il faut dire qu'il s'agit donc, comme l'a dit le procureur Kourouma, il s'agit donc des 10 commandements donc, de la transition. Quand on parle donc des engagements, c'est que vous établissez un cadre contractuel avec le peuple. Donc vis-à-vis du peuple, vous êtes obligé donc de les respecter. Et ce n'est pas que d'ailleurs seulement qu'avec le peuple, mais avec la communauté internationale, parce que c'est eux-mêmes qui se sont assis, voilà, dit que c'est ce que nous allons faire durant tout le processus là. Et donc, ils sont tenus par cette obligation morale. C'est un engagement solennel vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la communauté internationale. Donc, moralement, ça pèse. Et juridiquement, ils sont tenus obligés de les exécuter. Et sans quoi, n'est-ce pas, ils peuvent faire ce qu'on appelle, ils peuvent se retrouver dos à dos avec les différents acteurs politiques et également aussi avec la communauté internationale. Donc, ils sont tenus obligés donc, de se plier à ces engagements à partir du moment où ça a été unilatéralement établi. Donc, c'est leur propre obligation. Alors, procureur Kourouma, en cas de glissement, puisque vous semblez être tout de unanime sur cette question, qu'est-ce qu'il faudra? Est-ce qu'il faudra un autre compromis dynamique avec le CNRD? Un autre compromis dynamique avec le CNRD. Qui avec le CNRD? Vous avez vu récemment, déjà, on était en train de débattre tout à l'heure avec, généralement, c'est comment j'appelle la mouvance du CNRD. Vous avez vu les politiques qui sont en train de suivre aujourd'hui les pas du CNRD. Donc, déjà, dans la tête des politiques aujourd'hui, s'il y a glissement, il faut suivre la cadence avec le CNRD. Donc, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à rien. Peut-être que ce soit que des remous sociaux, que ce soit peut-être que des beaux discours, puisque pour sortir même de ce calendrier, pour dérouler ces calendriers, ou bien réaliser ces calendriers, il y a eu une forte somme qui a été quand même sollicitée, une somme de plus de 6 000 milliards de francs guinéens qui est sollicitée au moins pour sortir carrément de la transition. Mais est-ce que c'est faisable? Puisqu'aujourd'hui, on tend la main avec, aux institutions internationales, et mais ce sont ces institutions aujourd'hui qui sont en train de prendre des mesures pour quand même aller vite à la fin de cette transition. Mais aujourd'hui, on se tape la poitrine face à... C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure à la fin de ma parole que c'est fait à dessein. Il faut retarder.
il faut retarder, il faut clasher, il faut aller en clash avec les institutions devant lesquelles nous allons tendre la main pour avoir de l'argent afin d'organiser les élections. Il faut les retarder, il faut s'atteler à d'autres chemins, à d'autres réalités, à d'autres priorités que celle de la grande priorité quand même qui est l'issue de la transition, qui est les élections. Mais aujourd'hui, pourquoi, je le dis aussi, les politiques qui sont beaucoup plus censés aujourd'hui à mener ce combat à partir vers l'issue de cette transition, vous le savez déjà que ces politiques, la plupart de ces politiques sont en exil, d'autres sont en prison. Et ceux qui sont avec des mèches, avec ceux qui sont du même son des bottes avec le CNRD, sont ici en Guinée et sont en train de mener des discours mielleux face à cette transition. Donc je me dis, il faut toujours s'attendre peut-être à la fin, comme le dit, la fin du troisième mandat d'Alpha Condé que le CNRD est en train de dérouler. Donc forcément, il y aura glissement et il faut s'attendre. Et s'il y a glissement, vous dites que il y a une difficulté à signer un compromis avec le CNRD parce que vous demandez avec qui. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Non, mais justement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut permettre quand même aux politiques, il faut permettre quand même aux gens d'être libres, puisque ceux qui sont censés aujourd'hui pousser le CNRD à aller vite vers la transition n'ont plus de voix. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut déjà qu'on accepte d'abord l'alternance. Il faut qu'on accepte... Qu'est-ce que non? Si la question, c'est que au cas où il y aurait un glissement et qu'on sentirait le manque de volonté du CNRD d'aller vers des élections, qu'est-ce qu'il faudra pour le peuple? Observer, regarder ou signer un autre compromis avec des garde-fous? Le peuple, au temps venu, je suis sûr et certain que le peuple va prendre le devant. Parce que le contrat qui est entre le CNRD et les institutions et la communauté internationale, vous savez déjà qu'ils ont fait une année de bonus et le contrat c'est 2 ans pour la fin de la transition. Et le peuple est là en train d'observer. Sachant bien sûr que rien n'est fait aujourd'hui exactement, rien n'est concrètement fait aujourd'hui pour la fin, l'aboutissement de cette transition. Nous sommes en train de partir vers ce glissement, nous sommes en train de glisser avec ce calendrier qu'on a déroulé, mais le peuple attendra le bon moment quand même pour se faire entendre. Alors, procureur Diané, je me tourne vers vous. En cas du non-respect des engagements pris, est-ce que au bout des 24 mois du compromis dynamique avec la CEDEAO, les 24 mois qui ont commencé le 1er janvier 2023, est-ce qu'on peut signer un autre compromis? Est-ce qu'il faut aller vers une autre négociation? Est-ce que juridiquement parlant, on peut, après avoir signé un accord avec des gens qui n'ont pas respecté, on peut revenir signer d'autres accords? Et comment ça va se passer? Bon, je crois bien que on a eu des cas récemment au Mali où il y a eu le programme le calendrier n'avait pas été accepté, mais entre-temps la communauté internationale était obligée donc de revenir, et n'est-ce pas, pour dire qu'il faut trouver donc des nécessaires pour encore établir d'autres agendas, donc d'autres programmes, afin que, n'est-ce pas, pour faciliter une transmission pacifique donc du pouvoir, un retour donc des civils au pouvoir. Donc généralement ça se passe comme ça là. Mais sauf que dans le cas espèce donc du cas guinéen, ce n'était pas un engagement bilatéral, ou je ne dirais pas un engagement bilatéral au sens donc du droit international, mais c'est pour dire que ce sont les autorités guinéennes elles-mêmes qui se sont assises donc pour établir là, et ils ont fourni donc leur engagement à la communauté internationale, notamment la CEDEAO, pour dire que voilà, c'est ce que nous voulons faire, et c'est à cette période-là nous voudrons transmettre donc le pouvoir aux civils. Et maintenant il ne s'agit plus, moi je ne trouve pas nécessaire que c'est qu'on appelle qui est glissement, et qu'on retourne encore devant cette même communauté internationale pour dire qu'attention, il y a cela, il y a cela, il y a cela, donc pour dire non, trouver là. Ils se sont engagés unilatéralement, ça veut dire que c'est eux-mêmes, je vais dire, les autorités elles-mêmes qui ont dit, voilà, c'est ce que nous voudrions faire. Ils ont présenté ça à la communauté internationale. La communauté internationale n'a pas mis de pression, il n'y a pas eu de pression, quoi que ce soit, sur la junte. Donc, et en cas donc de refus, ce qui voudrait dire qu'on revient encore au statu quo ante. On revient au statu quo ante, ce qui voudrait dire que désormais la CEDEAO sera à mesure de mettre toutes les pressions nécessaires, donc tout ce qu'il faut pour faire exécuter donc cette transition. Et je crois bien que c'est là-bas aussi, il y a la crainte. Donc, alors il a parlé de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire aujourd'hui? Quel est son rôle dans le cadre? Est-ce que la CEDEAO doit attendre la fin
du mandat pour réagir, non, de l'accord, Okay. de 24 mois pour réagir, Mm. ou alors est-ce que cette CEDEAO peut réagir tout de suite là pour dire attention, vous n'êtes pas en train d'aller sur la bonne voie? Mais justement, la CEDEAO, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La CEDEAO est au courant de ce qui se passe en Guinée. La CEDEAO attend, puisqu'il y a eu un contrat, et jusqu'à présent, ils estiment que le CNRD va respecter le contrat qu'ils ont signé, l'accord signé entre la CEDEAO et la transition guinéenne. Donc, ils estiment toujours que peut-être que ça peut aller. Et rapidement, vous savez qu'avec les 10 points, rapidement, il y a des points qui peut-être qui se recoupent. La CEDEAO estime que ça peut toujours aller et que par la bonne foi, même pas de bonne foi, par quand même le respect de l'engagement quand même signé entre les deux parties, que le CNRD va respecter. Mais la question, qu'est-ce que la CEDEAO va faire? La CEDEAO ne peut que toujours appuyer les mesures disciplinaires, les sanctions face au non-respect de ce calendrier par le CNRD. Je pense bien, il sera dans sa logique quand même de durcir encore le ton pour rappeler au CNRD que la transition, il y a eu un accord que nous avons signé et tout à l'heure le procureur Diané rappelait, forcément, ce n'est pas une pression qui vous a mis là. Vous vous êtes assis, vous avez élaboré certains points pour sortir de cette transition. Alors, essayez de respecter. Vous savez, les premières négociations, le CNRD a émis certains faits, certaines mesures que la CEDEAO a compris, la nécessité. Ils ont dit, d'accord, nous acceptons. Et dites-nous, proposez-nous, dans combien de mois au moins on peut dérouler, on peut exécuter ces calendriers. Vous vous souvenez qu'on a dit que dans 24 mois. Donc, on a estimé que, oui, les 1 an qui sont passés, laissons tomber. Là, il a eu de bonne foi de laisser tomber. Et regardez le CNRD en train de dérouler ces calendriers en 24 mois. Mais jusqu'aujourd'hui, ces calendriers ou bien ces 24 mois, qu'est-ce qui est fait au cours de cette transition, au cours de ces 24 mois, puisque rappelons que ça nous reste 1 an et demi maintenant. Mais qu'est-ce qui est fait? On ne sait pas. Mais j'ose croire quand même que la CEDEAO est en train de voir encore la bonne foi, la bonne discipline d'élèves CNRD face à la sortie de cette transition. Alors, procureur Diané, la CEDEAO, quels sont les éléments qu'elle dispose sur la base du droit international ou encore de ses propres textes et règlements intérieurs pour mettre la pression sur le CNRD afin que le délai de 24 mois soit respecté? Alors, les instruments juridiques aujourd'hui qui résistent, qui pourraient être mis en branle, vous avez, n'est-ce pas, le protocole additionnel à la charte donc, de 1999 qui est relatif donc, à la démocratie et à la bonne gouvernance, donc qui a prévu, n'est-ce pas, un certain nombre de batteries, donc des sanctions, n'est-ce pas, qui peuvent être infligées aux États, qui, n'est-ce pas, ou disons aux juntes, à l'effet donc de procéder rapidement qu'on appelle à un retour donc à l'ordre constitutionnel normal au sein des États. Donc il y a une gradation donc de ces sanctions. On peut aller, comme Kourouma l'a rappelé ici, on peut aller donc de la menace, c'est-à-dire que c'est un moyen donc de pression qu'on peut mettre là. La charte, le protocole additionnel prévoit cela. Il y a également aussi ce qu'on appelle donc, les moyens politiques. Les moyens politiques, déjà, il y a une interdiction donc, pour les acteurs politiques, donc même si ça n'a pas été, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas eu d'effet, ils sont frappés d'interdiction donc de sortie pour aller séjourner donc, dans certains États, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a cela. Mais également aussi, peut-être ce qui n'est pas, le moins qui reste encore, ce sont les sanctions économiques. Les sanctions économiques donc, sont en tout cas constituent une épée donc, sur la tête donc, de la République de Guinée pour le moment. Donc ce qui voudrait dire que si en cas de désengagement donc, de la junte, ce qui veut dire quand je parle de désengagement, je parle donc de rupture de la convention qui lie la CEDEAO donc à la junte. En cas de cela, donc on peut s'attendre notamment donc, aux sanctions économiques et ce qui pourrait être fatal quand même à l'ère actuelle, donc avec la pauvreté que nous vivons ici. Vous avez vu donc de part et d'autre des cris par rapport à l'augmentation des prix, notamment d'oignons qui viennent du Sénégal, du lait, etc., etc. Donc les moyens, il y a pas mal de batteries donc des sanctions qui sont prévues par là. On peut les catégoriser suivant les moyens politiques. C'est plutôt les sanctions politiques, les sanctions économiques et autres qui sont prévues donc par le protocole additionnel qu'on appelle à la charte donc de la CEDEAO. Donc ces moyens-là peuvent être mis en branle pour faire respecter le chronogramme. Est-ce qu'on peut s'attendre, procureur Kourouma, à ce que
ces membres du CNRD, même si on ne les connaît pas tous, soient traduits un jour devant des cours et tribunaux pour avoir refusé de respecter leur engagement. Oui, j'en ris parce que normalement, c'est ce qui est normal. Puisque ce CNRD quand même a ouvert les yeux des Guinéens, de beaucoup de cadres, de beaucoup de Guinéens sur la poursuite des cadres des gestionnaires de l'État. Vous avez vu la CRIEF qui a été mise en place, vous avez vu d'autres procès aujourd'hui qui se passent. Donc ça veut dire quelque part, déjà il a prêté le flanc, ça veut dire aussi qu'ils ne seront pas exclus un jour d'être interpellés sur leur gestion. Ça, ce n'est pas exclu. Donc, pour la question, surtout en ce qui concerne ces membres du CNRD, vous avez vu, je le rappelais un peu, mais ce que je crains beaucoup plus, c'est que dans la proposition de la nouvelle Constitution, que ces anciens membres, désormais qui seront des futurs anciens membres du CNRD, ne soient pas amnistiés par certaines lois peut-être qu'ils vont voter, qui vont glisser dans la Constitution. Pourquoi je le dis? Vous avez vu le Mali tout récemment. La nouvelle Constitution promulguée, quand même, encadre et protège ces poussistes aujourd'hui qui ne seront pas poursuivis. Est-ce que la même chose va pas se passer en Guinée, dans la proposition de la nouvelle Constitution, qu'on essaie d'amnistier un peu cette junte-là? Donc, il faut beaucoup craindre. Mais puisque c'est une loi, et une loi, c'est selon quand même l'évolution et puis de l'État et de la vie, donc le président qui viendra, lui aussi peut-être va voir, façon dont ça a été amnistié, peut revenir. Parce que ce n'est pas parce que tu as été gestionnaire de ces pays que tu as le pouvoir aujourd'hui de changer certaines lois et les conséquences. Vous connaissez les conséquences déjà. Pour celui-là qui a peut-être changé un peu une constitution, nous sommes dans ces conséquences. Donc, quelle qu'en soit aujourd'hui la loi qu'ils vont prendre pour les amnistier, la loi qu'ils vont prendre pour les protéger, un président démocratiquement élu qui a envie de comprendre quelle a été la gestion à un certain moment de notre État, va interpeller les gens sur leur gestion. Parce qu'aujourd'hui, comprenez que l'État, nous sommes peut-être sous perfusion. Il n'y a pas assez d'argent. L'économie aujourd'hui est sous perfusion. Il y a beaucoup de prêts aujourd'hui, ce que les gens ne disent pas, qui sont en train d'être faits, qui doivent être remboursés dans 2 ou 3 ans par l'État guinéen. Donc le président qui viendra voudra peut-être avoir envie de rembourser ces dettes, mais comment ces dettes-là ont été contractées? Alors, c'est d'où l'interpellation de ces futurs gestionnaires, ces futurs anciens gestionnaires devant les tribunaux. Ça, quand même, sur le plan économique. Oui, ça c'est sur le plan économique. Et sur le plan social, il y a, vous savez déjà, depuis l'avènement du CNRD, il y a eu beaucoup plus d'exactions, il y a eu beaucoup plus de morts dans les manifestations, et jusqu'à présent, je ne crois pas s'il y a eu autant d'injonctions par le ministre de la Justice, je ne crois pas, parce que dès que ça concerne un peu le camp du CNRD, récemment, vous avez vu le boulanger qui a été tué par selon quand même les informations, par les hommes en tenue. Ils avaient même le numéro de la plaque d'immatriculation de l'unité quand même qui a exécuté, qui a tiré. Donc c'est pour dire qu'un président qui viendra ne va pas seulement regarder le côté économique, va essayer aussi de regarder le côté politique et le côté social. Et le côté politique, nous savons ce qui se passe aujourd'hui, même si quelque part ils peuvent avoir cette raison d'essayer de regarder dans la gestion financière de certains gestionnaires du régime déchu. C'est important quand même de voir ce qui s'est exactement passé dans la gestion, mais aussi il faut comprendre qu'il y a beaucoup de défauts dans les procédures judiciaires. Donc le président qui viendra, si c'est un président démocratiquement élu, qui a envie quand même de rehausser le niveau démocratique de notre pays, doit faire face à la question judiciaire, à la question politique et en même temps à la question économique qui est beaucoup plus aujourd'hui le sang qui coule dans notre pays. D'accord. Alors, procureur Diané, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les membres du CNRD soient prochainement jugés pour haute trahison en cas de non-respect des engagements pris vis-à-vis du peuple de Guinée, notamment sur la question de la durée de la transition? Vous savez, en parlant de la question de haute trahison, ça relève de l'ordre pénal. L'ordre pénal, donc du droit pénal et de la procédure pénale. Et pour que, n'est-ce pas, une personne, n'est-ce pas, soit jugée sur la base d'un fait, il faudrait préalablement que ces faits soient constitutifs donc d'infraction et que cette infraction soit prévue, n'est-ce pas, par le texte préalablement, donc avant la commission donc de l'infraction. Et dans le cas espèce de la junte, il n'y en a pas pour le moment, il n'y a pas donc dans le code pénal en République de Guinée pour dire que, n'est-ce pas, en cas de non
respect donc du chronogramme de la transition, n'est-ce pas, ça engage la responsabilité pénale donc des acteurs. Pour le moment, ça n'a pas été prévu. Je crois bien que ça a été bon. C'est nul. Bon, d'ailleurs, je ne me rappelle pas encore et dans aucun état où il y a eu donc des transitions où ça a été prévu. Parce que généralement, les gens quand ils arrivent, ils ne procèdent pas donc qu'on appelle aux révisions des textes tels que le code pénal et autres là. Sinon, c'est pas prévu pour le moment parce que la question c'est autour de cela. Ce n'est pas prévu donc par l'arsenal juridique pénal de la République de Guinée pour dire qu'en cas de non-respect du chronogramme de la transition, que ça engagerait la responsabilité de l'agent donc pour haute trahison. Pénalement, ça ne peut pas être fait parce que ce n'est pas prévu par le code pénal, ce n'est pas constitutif d'infraction à la loi pénale. Donc on ne peut pas s'attendre à cela. Alors, est-ce qu'il y a, mis à part ce procès pour haute trahison, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il soit traduit quand même devant les cours et tribunaux pour n'avoir pas respecté les engagements? Bon, des engagements, c'est pas si, est-ce qu'il y a des engagements politiques oui, par rapport à la durée de la transition. À la durée de la transition. À la transmission du pouvoir à un civil. Pour le moment, je dirais non. Je dirais non, parce que tout ça là, toutes ces questions-là relèvent d'ordre pénal. Toutes ces questions-là, dès que vous parlez donc de la haute trahison, vous êtes dans ce qu'on appelle dans le champ pénal. Alors, et donc jusqu'à quel niveau, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire si ils ne tiennent pas, ils ne respectent pas leurs engagements? Juridiquement parlant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, juridiquement parlant, c'est ce que Kourouma a dit. Juridiquement parlant, vous savez, le dernier recours dans un État, c'est ce qu'on appelle de résister face à l'oppression. Résister face à l'oppression, on voudrait dire que c'est un euphémisme. L'euphémisme, vous comprenez, vous êtes des techniciens donc, de la langue de Molière. C'est une manière pour dire on atténue la teneur. C'est pour dire que ça peut inciter le peuple à le droit de résister au gouvernement qui les opprime, qui bâillonnent leurs droits, qui ne veulent pas respecter leurs droits. Parce que ces poutistes qui sont là ne sont pas quand même, ils n'ont pas obtenu ce qu'on appelle le cutisme. Ouais. Donc du peuple, ouais. Donc aucune légitimité. Donc le peuple peut se réveiller un jour pour dire que attention, ça n'est de trop, il faut arrêter cette fois-ci, ça ne peut pas marcher. On a entendu le porte-parole du gouvernement dire que le président ne va pas faire même une minute de plus au-delà des 24 mois. Est-ce que ces propos du chef du gouvernement, qui n'est du reste pas le porte-parole de la présidence, est-ce que ces propos du porte-parole du gouvernement engage aussi la responsabilité du chef de l'État? Bien sûr, ça engage la responsabilité du chef de l'État. Quand le chef du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, excusez-moi, quand le porte-parole du gouvernement s'exprime, c'est qu'il aurait en aval, il aurait reçu l'ordre de s'exprimer. Non, mais... Vous comprenez? Donc il aurait reçu l'ordre de parler. Parce que là, il y a une équipe gouvernementale. Il ne parle pas en son nom personnel. Il parle au nom donc de l'équipe, donc du gouvernement. Qui est le chef du gouvernement? C'est le Premier ministre. Le Premier ministre est responsable d'Evaki, le président de la République. Qui a nommé donc le chef du gouvernement? C'est le président de la République. Si il l'avait dit, parce qu'il a réitéré plusieurs fois, 2 ou 3 fois ou 4 fois, je ne m'en souviens pas d'ailleurs le nombre de fois, n'est-ce pas, que le porte-parole du gouvernement ait pu dit cela. Donc il faudrait dire qu'il aurait reçu l'ordre de s'exprimer, n'est-ce pas, donc d'exprimer la voix du gouvernement. C'est ce qu'il faut retenir. Ça engage bel et bien donc, le gouvernement. Il ne parle pas en son nom, il parle au nom du gouvernement. Et qui est le chef du gouvernement? Jusqu'à quel point alors? Est-ce qu'il y a une possibilité de leur dire vous avez parjuré? Parce que par exemple le président il a quand même prêté serment. Est-ce qu'on peut le poursuivre pour parjure lorsqu'il ne respecte pas le délai de la transition? Ou bien vu que ce n'est pas marqué dans la charte, on ne peut rien? Exactement. C'est là-bas. Est-ce que c'est fait à dessein? Merci. Le parjure, il faudrait que le parjure, c'est pas... ça ne tombe pas du hasard, il faudrait que ça soit prévu par un texte. Donc ils ont eu la prudence, ou je ne dirais pas la prudence, la malice. Ils ont eu la malice de ne pas mettre cela dans la transition, et dans la charte de la transition, excusez-moi, du lapsus. Ils ont eu la prudence de ne pas mettre ça dedans. C'est fait à dessein, sinon dans le cadre normal, s'il y a la bonne volonté, à partir du moment où vous voulez faire ce qu'on appelle établir une petite constitution qu'on appelle la charte, c'est que vous voulez signer un pacte avec le peuple. Vous voulez signer un pacte avec le peuple. Donc vous devrez être tenu mot par ce que vous avez dit. Surtout encore
que cette charte-là n'est pas une charte bilatérale. C'est-à-dire que ça n'émane pas du peuple. C'est une charte unilatérale. C'est une charte unilatérale. Ce n'est même, techniquement, on ne dirait même pas c'est une charte. Il s'agit plus d'un acte administratif, parce que c'est lui-même qui l'a signé. Il s'agit d'un acte administratif donc, qui a été attribué. Donc, c'est fait à dessein. Ils n'ont pas eu la volonté de mettre dedans parce qu'ils savent très bien pourquoi ils n'ont pas mis. Avant votre réaction, procureur Kourouma, les auditeurs à partir de l'instant peuvent nous appeler pour participer à cette émission sur le 83-93. Je rappelle qu'ils peuvent appeler tous les procureurs pour intervenir. Nous sommes 12 millions et ils ont le droit à la parole. Surtout sur la question, souviens-toi, Monsieur le Président, que la déclaration de... Procureur, parlez. Oui, parlez. Oui, souviens-toi que la déclaration de Ousmane Gawal, c'était à l'issue d'un conseil des ministres, présidé par le président de la République, où lui-même il avait tapé du poing sur la table pour amener les membres du gouvernement à exécuter rapidement quand même les priorités, les projets, les initiatives mises en place ou bien prises par le CNRD. Donc c'était une sorte de menace face à ces gouvernants, à ce gouvernement. Nous avons un premier